L'autre terrain de guerre en Ukraine et en Russie. On va entendre plus tard d'ailleurs que Donald Trump prend des positions étonnantes. Il prend pour ainsi dire le parti des Russes dans le conflit concernant l'OTAN en disant qu'il comprend qu'on sonne à la porte de la Russie. Vous allez entendre cette déclaration assez étonnante. Mais d'abord, la guerre toujours plus effrénée à quelques jours, là encore, de l'investiture de Donald Trump. C'est cette offensive très agressive de la Russie contre l'Ukraine ces dernières heures, Émilie. Avec ces toutes nouvelles attaques russes sur l'Ukraine, tout s'est passé à l'aube. 120 missiles et drones contre le réseau énergétique ukrainien, notamment à Lviv. Ce sont les attaques que vous voyez sur ces images. On est complètement à l'ouest de l'Ukraine, donc très loin, près de la frontière avec la Pologne même. Donc c'est une nouvelle attaque massive qui a provoqué des coupures d'électricité dans plusieurs régions du pays. Regardez ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky ces dernières heures, puisqu'on le rappelle, c'était à l'aube ces attaques. Une nouvelle attaque massive de la Russie. Nous sommes en plein hiver et la cible des Russes reste la même. Nos infrastructures énergétiques. Et il parle de 40 missiles qui ont été tirés, 30 détruits et 70 drones d'attaque russe qui ont été lancés dans la nuit. On va aller retrouver nos envoyés spéciaux qui sont en Ukraine en ce moment. Bonsoir Claire Cambier, vous êtes avec Thibaut Bruck à Pavlograd dans la région de Dnipro. Donc là on est plutôt au centre du pays. Parlez-nous de cette toute nouvelle attaque massive de la Russie contre l'Ukraine. Oui, les alertes ont retenti ici à Pavlograd, mais aussi dans tout le pays. À l'aube, comme vous l'indiquiez, attaque assez classique avec tout d'abord des drones qui ont été envoyés pour occuper, saturer la défense antiaérienne, puis des missiles, dont des missiles balistiques. Attaque qui ciblait effectivement l'est du pays avec notamment 2 infrastructures énergétiques à Lviv qui ont été ciblées. La Russie a confirmé ce matin que c'était bien les infrastructures de gaz notamment et d'énergie qui étaient sa cible. La défense antiaérienne a effectivement bien fonctionné, 74 drones envoyés, 47 interceptés, 43 missiles envoyés et 30 interceptés. À noter également que la défense antiaérienne a encore fonctionné à Kiev il y a à peine une demi-heure, signe que la nuit ne va peut-être pas être plus calme. Ce qui est à noter tout de même, c'est que la Russie, avec cette frappe massive, elle répliquait à une attaque similaire de l'Ukraine, puisque dans la nuit de lundi à mardi, les Ukrainiens ont mené une attaque massive, la plus massive depuis le début de la guerre, sur des infrastructures énergétiques et militaires en Russie. Ils ont attaqué raffineries de pétrole, usines chimiques, dépôts de munitions, frappes qui ont été pour certaines à plus de 1000 km de la frontière. Il y a la raffinerie d'Engels, on en a parlé sur notre plateau, qui a été touchée le 8 janvier, qui a brûlé pendant 5 jours et qui a été de nouveau touchée dans cette nuit de lundi à mardi. Attaques qui ont été permises par des missiles longue portée, puis aussi par des drones que l'on voit de plus en plus performants. Ce qu'on peut noter finalement, c'est que l'Ukraine, qui est un peu mise à mal sur le front, opte pour une nouvelle stratégie qui est de perturber les chaînes d'approvisionnement russes et donc mettre à mal un peu la Russie autrement sur le front. Merci beaucoup Claire Cambier. Vous nous avez rejoint, Ludmila Totieva. Vous êtes ukrainienne là. L'hiver, on est en plein hiver et évidemment c'est ce moment-là, 5 jours avant Trump, où la Russie essaye de casser un peu plus, de leur point de vue, le moral des Ukrainiens. La Russie, elle est dans sa continuité parce qu'elle a fait plus de 13 attaques de large, vraiment en 2024 encore. Depuis un mois et demi, l'Ukraine a subi 5 attaques contre les infrastructures énergétiques très très dures. On parle de plus de moitié ou 60% de capacité énergétique ukrainienne détruite depuis le début de l'invasion. Effectivement, Poutine mise sur cet aspect-là énormément pour que les gens qui sont en hiver en Ukraine, et les températures, c'est pas comme ici en France, elles sont beaucoup plus basses, il y a de la neige, que les gens soient vraiment dans cette situation très inconfortable et peut-être ils poussent sur leur gouvernement pour avoir une sorte de négociation ou quoi que ce soit. Ce qu'on sait aussi, c'est que la Russie et la stratégie de la Russie n'a pas franchement donné l'effet voulu, parce qu'il y a toujours l'énergie qui est là, certes avec le rationnement, mais il y a aussi le gouvernement ukrainien qui a mis en priorité pour 2025 la reconstruction des infrastructures énergétiques. Et il y a des donateurs, partenaires internationaux qui aident, et il y a aussi les travaux pour protéger tous les sites de génération d'électricité. D'ailleurs, il y a certains sites qui vont avoir le 2e niveau de protection qui est en train de construire. L'Ukraine qui résiste. On en a illustration dans l'image. Vous nous avez rejoint aussi, Xavier Titelman. C'est à vous de la commenter au premier
premier chef, c'est ce combat des Ukrainiens contre les drones, contre certains des drones qui sont intervenus là. Regardez bien l'image qui suit, c'est de nuit, et on voit qu'avec des tirs apparemment assez simples, ils se battent contre les drones. Oui, c'est ça. J'ai descendu un Shahed qui n'apparaissait pas sur le radar. Xavier Titelman, qu'est-ce qu'on voit là ? Alors c'est deux types de systèmes différents. Il y en a un où c'est vraiment très ancestral, c'est les premières images qu'on a vues. Là, ils sont sur l'arrière d'un pick-up, c'est ce qu'on voit ici, et ils vont simplement tirer dans le ciel. Les deuxièmes parties de ces images, c'est des systèmes avec des visées et un accroche. En fait, ça va accrocher la cible et le canon va tout seul s'orienter avec du coup un nombre de coups au but qui est beaucoup plus élevé, une efficacité qui est beaucoup plus élevée. Pardon, comment est-ce possible ? On a là Colonel Goya qui a beaucoup tiré dans sa vie. Est-ce que vraiment, à l'arrière d'un pick-up, on peut réussir à suivre un drone et l'atteindre ? Ah mais les Allemands le faisaient très bien dans la Deuxième Guerre mondiale. On est sur des drones qui sont relativement lents, ils vont à moins de 300 km/h. Ils ont des préavis qui sont importants grâce au système virage dont ils parlent, qui est une sorte de radar centralisé. Donc ils voient les systèmes arriver. Et quand j'étais avec eux, j'étais avec ces hommes pour les interceptions, ils savent un quart d'heure avant que ça arrive, ils orientent leur pick-up dans le bon sens, et après ça se fait à l'oreille. Ils ont des gros spots dans le ciel, et ils les interceptent de cette manière. Écoutez, le colonel Goya, il se vante et dit oui, tout à fait, je suis prêt, vous êtes prêt, allez-y, colonel Goya. Alors, je plaisante à moitié, mais c'est une performance, objectivement. Non, bien sûr, mais il faut bien comprendre, d'abord, la première difficulté, c'est de savoir que les drones vont venir et où ils viennent. Ouais. C'est-à-dire qu'en amont, vous avez tout un réseau d'observation, de bêtes observateurs, ou des gens ils ont mis une sorte au point des systèmes d'écoute, des sortes de Shazam, qui repèrent les sons des drones. Et donc, à partir de toutes ces milliers d'observations, vous arrivez à voir quelle est la route, la trajectoire de ces Shahed. C'est toujours les mêmes. Il y a des veilleurs en amont du passage des drones. Oui, tout à fait, avec des systèmes d'écoute, parce que tout ça se passe la nuit. C'est un peu compliqué. Ça se passe la nuit. Ils volent, du moins, ils volaient beaucoup bas jusqu'à présent pour échapper au radar. Donc, il faut travailler autrement. Une fois qu'on a la route de ces drones, effectivement, il y a des équipes de chasse qui sont là, qui se mettent en embuscade d'une certaine façon. On surveille la zone avec des caméras, notamment des caméras thermiques pour voir le moteur. Et à partir de là, soit on met un projecteur pour illuminer le Shahed, soit on met un faisceau laser pour montrer où il faut tirer, parce que les gens qui sont avec des pick-up avec des mitrailleuses, ils ne voient pas grand-chose en réalité. Et à partir de là, vous balancez une boule de feu devant, dans l'axe de déplacement du Shahed. Et globalement, ça marche plutôt pas mal. À tel point que maintenant, de plus en plus, alors d'abord, phénomène, il y a de plus en plus de Shahed qui sont tirés, de plus en plus de drones qui sont tirés par les Russes. Ça, c'est un phénomène qui s'accroît considérablement, donc qui use aussi, qui absorbe une partie de la défense. Et de plus en plus maintenant, pour échapper à ces équipes au ras du sol, les Shahed volent en altitude. Alors pour le coup, ils sont repérés plus facilement par radar, mais il faut trouver d'autres solutions pour les abattre. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment un phénomène croissant. Il y a de plus en plus de vagues de missiles. Les Russes en produisent une quantité phénoménale et ils harcèlent, ils pressent en permanence avec ces salves de Shahed. Oui, et juste, Xavier Titelman, c'est vous qui plaidez depuis des mois, notamment pour une protection du ciel ukrainien. Vous l'avez aussi beaucoup fait, Lyudmila Totieva. Je suis d'accord. Là, la preuve en est, une fois de plus, que l'Ukraine ne peut pas tout arrêter, puisqu'il y a des missiles qui n'ont pas été arrêtés, des drones aussi. Alors, les drones, le taux d'interception est très élevé, il doit être au-delà de 95%, et notamment, la dernière fois que j'ai été, ils m'ont montré sur le système électrique, ils ont mis en place les brouilleurs. Et ces drones sont sensibles au brouillage, notamment GPS. Quasiment un tiers des drones kamikazes russes tirés sont interceptés par le système de brouillage. Ils en sont à 2400 drones kamikazes tirés chaque mois. Donc c'est quand même des proportions gigantesques. Et les missiles, par contre, c'est plus compliqué. Les missiles, c'est plus compliqué. Les Russes en produisent 150 par mois, face à 2500 pour les drones Shahed, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et les missiles, eux, ils vont plutôt à 800 km/h. Donc très difficile de les intercepter avec des simples mitrailleuses comme ici. Donc ça se fait soit avec des missiles qui vont être tirés depuis le sol, soit avec les fameux F-16. Et c'est pour ça que depuis le mois de juillet et l'arrivée des F-16 d'origine américaine en Ukraine, vous avez une amélioration du taux d'interception des missiles de croisière. Vous avez vraiment cette corrélation. Oui. Et plus le temps passe, plus les F-16 sont nombreux, et plus vous avez de missiles de croisière qui sont interceptés. Mais évidemment, il y a toujours des trous dans la raquette. Parce qu'il y a encore des cités énergétiques en plein hiver qui sont touchées. Justement, parce donc la défense antiaérienne ukrainienne s'améliore.
Elle s'améliore, mais elle s'améliore à peine plus vite que l'augmentation de la production russe, malheureusement. Regardez cette autre séquence, et je crois qu'on n'est pas loin de chez vous, Ludmila Totieva, on est dans la région de Donetsk, et parce que vous êtes de Luhansk, n'est-ce pas ? Voilà, donc, et la séquence est extrêmement éclairante sur la volonté de combat des Ukrainiens. C'est un drone ukrainien qui poursuit une voiture où se trouverait un soldat russe. Il faut bien ouvrir l'œil, parce que c'est dur à voir, ça va très vite. Le drone qui tournoie dans le ciel et qui finit par toucher la voiture. Roule. Ici, maintenant. Est-ce qu'il poursuit la voiture ? Oui. Là-bas, dans le virage. Depuis combien de temps vole-t-il ? C'est le 2e ou le 3e ? C'est le 3e. Vous avez entendu le boom à la fin, et effectivement, vous disiez qu'on roule fenêtre ouverte parce qu'il faut entendre les drones. Bien sûr, il n'y a aucun moyen de les détecter. Ces drones-là, c'est uniquement au bruit. Donc même quand on est dans des blindés, j'ai fait des déplacements quand on a été relativement proche du front, les blindés, on a le blindé, mais on a la fenêtre ouverte. Et si jamais le drone arrive, on essaie d'aller dans un arbre ou dans un couvert, et on essaie de fermer la fenêtre à ce moment-là. Mais on a des vidéos d'ailleurs dans lesquelles les MRAP américains sont très bien protégés, les Max Pro par exemple, ou les VAB français, on arrive à survivre à l'exclusion de ce type de drone. Mais la détection, elle est 100% à l'oreille. Cette voiture qui sait qu'elle est poursuivie, on voit le petit drone qui est juste au-dessus d'elle, elle fait demi-tour parce qu'effectivement la manœuvre pour un droniste est plus difficile quand la voiture zigzague que si elle avait continué en ligne droite. Mais au final, ça va à 200 km/h ce petit drone-là, donc c'est très facile de rattraper une voiture. Ça dit beaucoup dans cette région de Donetsk. Il y a dans les parties occupées par la Russie une résistance ukrainienne qui souvent cible un certain nombre de responsables russes. Et puis il y a des combats qui se livrent comme ça, quasi vraiment. On n'est pas le combat singulier, mais enfin c'est vraiment un drone contre une voiture. Oui, ce qu'on sait, c'est justement la région de Donetsk. La moitié, il était déjà annexée en 2014 par la Russie, et il y a des combats très féroces dans la région qui se poursuivent depuis 2022. Maintenant, c'est la guerre des drones qui est devant nos yeux depuis déjà 2 ans, et on voit très souvent que les drones sont utilisés contre justement les fantassins, contre les voitures, mais en gros ce que moi j'ai comme le retour par exemple de mon cousin qui est sur le front, il dit on est complètement observé. Eux ils savent ce que nous on fait, et nous, on sait ce que eux ils font. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une dimension de la guerre que la guerre en Ukraine a ramené au devant. C'est que plus la guerre devient technologisée ou robotisée, parce qu'il y a des drones qui sont à l'œuvre et qui justement comblent un peu les problème de manque de personnel, de gens de notre côté, plus il y a aussi ce risque d'être tout le temps à découvert, parce qu'on tout voit tout le temps. Et d'où aussi le progrès technologique que l'Ukraine a fait, le saut véritable, parce que l'Ukraine a augmenté sa production de drones de 25 fois depuis 2022, et on est maintenant sur autour de 4 millions de drones qui sont produits par an. Et ça aussi, ce qui est important, c'est les chiffres qui étaient donnés par le ministre des Défenses Umerov l'année dernière, c'est que pour 2024, plus de 95% de besoins de drones de l'armée ukrainienne, c'était les drones de production ukrainienne. C'est-à-dire, c'est très important de dire que on marche vers ce dont d'ailleurs général Zaloujny parlait, c'est que l'innovation et la technologie, c'est ça qui va dicter un peu le pas de la guerre, mais aussi qui va donner les avantages et des désavantages pour les deux côtés. Ludmila, on le disait, l'image est très difficile à voir. Donc nos équipes ont travaillé sur ces images et vous allez pouvoir revoir cette image, mais cette fois avec un petit cercle rouge autour du drone. Et là, on se rend compte à quel point tout va très très vite et à quel point le drone, colonel Goya, il est littéralement au-dessus de la voiture, et on voit clairement, même si on l'entend un petit peu, on voit clairement qu'il poursuit cette voiture. Oui, bien sûr, mais alors c'est tout ça, c'est un phénomène nouveau, effectivement, c'est l'apparition d'une capacité de frappe massive, de précision, à bas coût.
Donc c'est un peu comme si vous aviez en permanence des snipers dans le ciel, et plein de snipers dans le ciel. Alors, il faut vous assurer que c'est très désagréable de se déplacer alors qu'on sait que ça a été votre métier. Oui, non, mais voilà, mais de lutter notamment aussi contre des gens et savoir que quand on est à la libre, on est sans doute observé et qu'on peut être tiré à tout moment, c'est extrêmement pénible et c'est très usant. Mais là, on a ce phénomène, à part que ça vient du ciel et que c'est plus puissant et que voilà, vous avez partout. La moitié. Ça, c'est une vraie nouveauté, presque une révolution, c'est qu'au moins la moitié des pertes russes, maintenant, viennent des drones. Avant, c'était l'artillerie, alors c'est un peu par défaut, parce que les Ukrainiens manquent aussi un peu d'obus d'artillerie, mais c'est depuis 150 ans, c'est l'artillerie qui faisait le plus de pertes. Là, maintenant, ce sont les drones qui infligent le plus de pertes à l'ennemi. Il y en a un qui s'en inquiète, justement, vous avez raison de le dire, c'est Dmitri Medvedev, l'ancien président de la Fédération de Russie et aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité de Russie. Il s'exprimait aujourd'hui, justement, sur l'importance des drones dans cette guerre. Notre tâche principale pour l'année en cours est de maintenir le rythme de production de l'année dernière. Et nous avons approuvé le calendrier de production des armements les plus demandés pour 2025. Parmi les tâches prioritaires figure la création d'armements de haute technologie. Naturellement, cela s'applique à l'ensemble du spectre, y compris aux drones qui se sont avérés très efficaces sur le champ de bataille. Ce que vous décriviez est fascinant parce que quand on verra plus tard dans l'émission, Marc Rutte dit attention, la guerre peut arriver chez vous. Si c'est ce que vous dites, tout est possible. C'est-à-dire si une guerre se déclare en Estonie, dans les pays baltes, les moyens sont tout différents. Les moyens que les Russes pourront utiliser contre des troupes de l'OTAN et vice-versa. Oui, bien sûr, ils sont différents. Alors, encore une fois, hein, ce qu'on appelle les matériels majeurs, les gros engins, les gros chars, les avions de combat, tout ça, c'est très long à mettre en œuvre, à créer actuellement. Il faut des dizaines d'années. On voit toutes les difficultés qu'on a, par exemple, pour créer un char futur ou avoir l'avion de combat futur. Ça prend très très longtemps. En revanche, des choses relativement simples, bon marché, comme effectivement les drones, ça peut aller très vite et on assiste à une véritable explosion. Donc par les pays baltes, tout ça, tous les pays qui sont frontaliers en réalité de la Russie commencent à s'équiper massivement de ce genre d'engin parce qu'ils savent que ça marche, c'est très efficace, mais les Russes aussi. Et donc si par extraordinaire on devait, nous Français, être engagés par exemple dans les pays baltes, il faudrait aussi faire face à ce phénomène. Or, je rappelle que dans l'armée française, actuellement, on doit avoir 6 000 drones total. Là, on parlait de 4 millions produits. Nous, on en a à peu près 6 000.